Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Hervé Doyen, bonjour. Bonjour. Bourgmestre CDH de Jette. On va commencer par parler football. Écran géant en place du Miroir. Combien? 6 000 personnes, c'est ça à peu 6 000 près? personnes, beau succès. Gros succès populaire. Et on remet ça, on continue tant que les Diables On Rouges continue avec la gagnent, Corée. Jette gagne avec. Voilà, et on essaye de suivre le plus loin possible jusqu'à la finale, pourquoi pas. Ouais, donc vous aviez programmé les matchs du premier tour des Diables. Exact. Est-ce que vous allez pouvoir faire le huitième de finale? Alors on a programmé un huitième, non un quart, une demi et la finale, mais on va négocier pour essayer de suivre les Diables au maximum de ce qu'on peut faire. Donc vous allez essayer de négocier le huitième de finale. Et négocier avec qui? C'est avec l'RTBF qu'il faut négocier les droits, exact. c'est ça? Ouais. Ouais. Ça coûte cher pour une commune de s'offrir un écran géant pour suivre le Diable Rouge ou pas? C'est pas pour rien. Oui, c'est-à-dire? C'est pas pour rien. Ouais. Voilà, à l'espèce ici pour les 6 matchs, c'est un peu moins de 5 000 €. Donc c'est un investissement raisonnable. C'est un investissement raisonnable et qu'on a largement compensé par les sponsors. Ouais. C'est quoi l'avantage pour vous d'organiser une soirée de ce genre-là? Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages pour les gens parce qu'on a fait les retransmissions sur la place du Miroir, pas la place Astrid, dite place du Miroir, et ça a permis à beaucoup de gens de venir. Comme on avait assuré beaucoup la sécurité, beaucoup de présence policière intelligemment orchestrée, ça a permis aux familles de venir, aux parents d'être rassurés. Est-ce qu'il a fallu fermer la place à un moment ou pas, chez vous? Il n'a jamais fallu fermer la place, donc on avait bien organisé le théâtre des opérations, pour dire ainsi. Les gens ne pouvaient rentrer que d'un côté, on pouvait sortir par tous les côtés, donc tout ça avait été bien pensé. Il a fallu des heures et des heures de réunion avec les services de sécurité, les services de police, les services communaux, mais tout ça s'est très très bien déroulé. Oui. Est-ce que, parce que chez vous il n'y a pas eu d'incident, mais il y a eu des incidents au Stade Roi-Baudouin, il y en a eu un petit peu partout en Belgique, c'est des choses que vous craignez pour les prochains matchs? Est-ce qu'il y a des instructions précises données parce aux que forces je de trouve que sécurité? l'encadrement était relativement impeccable et pour tout dire, le public qui vient là est un public très 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 familial et donc je pense que ce genre d'incident peut être vraiment réglé en amont. On avait des systèmes de fouilles, par exemple, assez conséquents, et une présence policière qui n'était pas une présence Robocop ou dure, mais qui était une présence quand même dissuasive. Il faut se faire aider par des stewards, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge était présente, Ouais. les gardiens de la paix étaient présents, tous ceux qui étaient mobilisables sur le pont, étaient présents. Ouais. Quand vous dites ça nous a coûté un peu moins de 5 000 € en droits de retransmission, on sait pourtant que partout, il y a eu plus de personnes que prévu. Ça veut dire que vous faites une bonne affaire en fonction du nombre de téléspectateurs potentiels? Je ne sais pas si on fait Ou vraiment... l'RTBF va vous réclamer une addition supplémentaire? Je ne pense pas qu'il y aura de renégociation de contrat. Il a été signé. Mais le vrai problème, c'était vraiment difficile d'évaluer à l'avance. Donc, pour peu, on aurait perdu le premier match. Je suis persuadé qu'on aurait eu du monde. Il aurait pu avoir des grelons. On en a eu une semaine avant. Donc, voilà. Donc, c'était un peu un quitte double. Et je pense que chacun a joué un petit peu sa part de risque. Nous l'avons joué. On a gagné. C'est une opération blanche pour la commune, les sponsors? C'est une opération blanche. Il n'y a pas d'argent public là-dedans. Il n'y a pas d'argent public là-dedans. Donc, on a clairement compensé le maximum avec des sponsors. Voilà. Ouais. Quand on sait qu'il y a eu également Jamin Jet, la fête de la musique cette semaine dans la commune, c'est bon où les services ne sont pas sur les genoux? C'était un week-end un peu lourdingue, donc culturellement et sportivement, la commune de Jette s'est assez bien distinguée ce week-end parce que on avait le 25e anniversaire de Jazz et June, gros événement, et puis Jamin Jet, très gros événement, et puis le lendemain foot, très gros événement. Donc les services communaux, les services de police ont été diablement, c'est le cas de le dire, sollicités, mais ils ont fait ça avec de manière remarquable et pas un seul incident de tout le week-end. Voilà. Est-ce que le bourgmestre est sur la place du Miroir quand il y a les matchs ou pas? Vous y allez? Ouais, bien sûr. Ouais. Vous serez au prochain alors? Ouais. Ok. Alors, vous êtes président de la conférence des bourgmestres. Ouais. La conférence des bourgmestres a mis en place un groupe de travail sur le survol de Bruxelles. Pourquoi il fallait le faire? Donc la ville de Bruxelles et 18 autres communes sont réunies à la conférence de bourgmestres, comme vous le savez, vous venez de le dire. Je la préside pour le moment et donc à la demande de plusieurs bourgmestres, compte tenu des négociations en cours pour la formation des gouvernements et fédéraux et régionaux bruxellois,
il a semblé bon à la conférence de peser de tout son poids sur la problématique un peu chaude du moment, à savoir le plan de dispersion des avions autour et alentour de l'aéroport de Zaventem. Et donc, un groupe de travail va se réunir. Il sera présidé par Didier Gauzoin. Tous les bourgmestres qui étaient volontaires pour en faire partie se sont portés volontaires. Ce groupe de travail se réunit. L'idée étant de remettre un mémorandum le plus consensuel et le plus large possible représentatif de l'avis des 19 bourgmestres aux négociateurs fédéraux et régionaux. Mais pourquoi est-ce que vous le faites sur ce dossier-là alors que vous pourriez le faire sur tous les dossiers, sur l'emploi, sur la sécurité, sur la mobilité, les transports, les problèmes de parking dans Bruxelles? Absolument. Il y a beaucoup de dossiers où on pourrait le faire, clairement, sauf que... Est-ce que sur celui-là, vous ne faites pas confiance aux négociateurs régionaux? C'est pas question qu'on fait confiance. La question, c'est que le dossier est très chaud et qu'il a quand même très fort perturbé les derniers, les Bruxellois. Et la campagne électorale. Et la campagne électorale, pour tout dire. Mon parti en a fait les frais, comme vous le savez. Voilà. Mais la question, pourquoi ce dossier-là plutôt qu'un autre? Parce que je pense que c'est un dossier sur lequel la conférence n'avait jamais eu à se prononcer préalablement. Donc c'est probablement une des premières fois que la conférence se prononcera de la manière la plus consensuelle. Je le répète, on va essayer, en tout cas, sur ce dossier-là. Sur tous les autres dossiers, finances, compétences communales, etc., la conférence s'est déjà exprimée. Donc elle a régulièrement, à travers des communiqués, à travers des groupes de travail, à travers l'Union de la ville et des communes bruxelloises, exprimé des points de vue qui ont été repris largement dans des mémorandums divers et variés. Donc là, le groupe de travail et la conférence transmettront un document aux négociateurs. C'est un petit peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que le bourgmestre de Gette est impacté par le survol de Bruxelles? Le bourgmestre de Gette et les Gettois sont impactés, voilà. Probablement moins que d'autres communes, mais plus qu'avant. Ouais. Est-ce que l'idée, avec ce groupe de travail, c'était pas aussi de dire il faut une position commune à Bruxelles, alors que jusqu'à présent, ce sont plutôt les communes du Sud qui se sont exprimées? On a vu une initiative aussi de 4 bourgmestres, Watermal, Boisfort, les 2 Woluwe et Oderghem. Ça faisait un petit peu l'idée, c'est de rendre les 19 communes et les 19 bourgmestres solidaires les uns des autres et de considérer que la problématique du survol de Bruxelles n'est pas une problématique d'une commune plutôt que d'une autre et de considérer une fois pour toutes qu'il y a peut-être lieu de se poser... c'est en tout cas une approche plus personnelle que moi je fais, de se poser la question de manière plus globale, est-ce que la région a besoin d'être survolée par des avions? Et on peut fermer le ciel bruxellois? Je ne dis pas qu'un terme de fermeture, c'est un peu dur, mais on est quand même à l'unisson d'un certain nombre de capitales européennes. On pourrait se poser la question de savoir s'il est raisonnable de faire survoler 1 100 000 habitants, 1 250 000 bientôt, par des avions au départ d'un aéroport qui se trouve à moins de 15 km de la ville. Ouais, et la solution, c'est quoi? Alors on délocalise l'aéroport, mais ça en a pour 15 ou 20 ans. Je ne sais pas si c'est une solution. S'il y avait des solutions toutes faites, ça se saurait. Mais je ne sais pas s'il y a lieu de continuer à faire survoler la ville, fût-ce pour des raisons de sécurité. Voilà, les nuisances, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, de fort embêtant. Mais pour autant, il faudra bien un jour se poser la question de savoir s'il est raisonnable de faire survoler des régions densément peuplées, comme c'est le cas de la région Bruxelles-Capitale, par des avions cargo, par des avions civils, je veux dire à basse altitude, à atterrissage, au décollage. Tout ça ne me semble pas être dans l'air du temps et on ne pourra probablement pas continuer comme ça indéfiniment. Et donc ça veut dire qu'on va négocier avec la Flandre pour qu'il y ait un plan de vol qui évite Bruxelles? Il faudra peut-être un jour avoir le courage de le faire, oui. Ouais. Puisqu'on parle des négociations régionales, elles semblent plutôt bien lancées. C'est l'information que vous avez également. Tout se passe bien entre négociateurs régionaux? Des échos que j'ai, mais j'en ai certainement moins que vous. À la presse, ça se passe plutôt bien, oui. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet sur les efforts budgétaires qu'on va probablement réclamer aux régions, ce qu'on appelle l'entité 2, qui sont des efforts budgétaires imposés par l'Union européenne, dont on sait qu'ils vont impacter les régions et indirectement donc les communes? Je suis très moyennement inquiet par rapport à ça parce qu'on doit la vérité que le ministre Piquet, suivi en cela par le ministre Vervoort, avait déjà anticipé largement les efforts à faire. Et donc les ordonnances dites économiques, l'ordonnance dite 30 millions ont servi à consolider les budgets communaux et par là même le budget régional. Donc il n'y aura pas de mauvaises surprises dans les budgets communaux. Il me semble pas qu'il y aurait des mauvaises surprises et je pense que si toutes les communes, je veux dire, travaillent et continuent à travailler
en partenariat, donc pas en opposition, en partenariat comme ils l'ont toujours fait, et comme ministre-président Piquet l'a fait pendant des années, suivi en cela par Barbour, si elle continue à travailler en partenariat avec la région, on devrait pouvoir s'en sortir. Ouais. Vous avez un budget en boni, hein, à Jette? Alors, pour la 5e année consécutive, on présente un compte en boni et notre boni est en plus au cumulé. Donc, aujourd'hui, la commune de Jette se porte plutôt bien, Ouais. mais, financièrement. Mais pour autant, il faut rester vigilant parce qu'on est toujours à la merci du premier incident venu. Je rappelle Dexia, par exemple, c'est du jour au lendemain, les communes se sont vues privées de dizaines de millions d'euros. Importante. Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu être député régional? Mais je suis premier suppléant de Mme Milquet, donc a priori, je devrais pouvoir monter le jour où elle serait nommée ministre. Donc vous attendez qu'elle soit nommée ministre pour J'attends, redevenir député sans aucune régional? forme d'impatience. Oui, sans forme d'impatience. La note de Bardot-Wever, vous ne l'avez pas encore vue, lue, discutée au CDH, j'imagine? Elle a été transmise ce matin, Si vous avez des infos, dites-les moi, mais moi, je n'ai pas vu, non. Ouais. Est-ce que le CDH peut envisager de monter dans un gouvernement fédéral avec la NVA? C'est une décision qui appartient au CDH. Si vous connaissez mon obédience, vous devinerez ma position par rapport à cela. Alors je ne la dirai pas. expliquez-nous. Mais vous me connaissez suffisamment pour savoir ce que je pourrais penser de ça. Mais voilà, ça ne me réjouirait pas. Voilà, mais en même temps, les négociations sont en cours et je suppose que si un scénario ou un autre devait être présenté, il le sera dans le cadre des bureaux et des instances du parti qui se prononcera je veux dire, librement par rapport à ça. Ouais. Est-ce qu'on peut envisager qu'il y a des tabous pour le CDH et que, par exemple, un saut d'index est un tabou? Est-ce qu'une dégressivité importante des allocations de chômage est un tabou? Est-ce qu'il y a des choses au-delà desquelles vous ne pourrez pas aller? Il y a des choses qui me semblent de l'ordre de l'acquis historique du modèle de la sécurité sociale qu'est le nôtre, sur lesquels on ne peut pas toucher, c'est mon point de vue. Ouais. Est-ce qu'on peut envisager de monter dans un gouvernement avec Bardot-Wever alors que la tête de liste à Bruxelles aux élections législatives, Francis Delperrey, a qualifié le parti de Bardot-Wever de parti raciste? Quand Francis Delperrey s'est prononcé sur la question de savoir si le parti était raciste et qu'il l'a dit, je m'étais dit dans une autre interview, je ne serai pas ici, dans une autre interview, que quand un sage comme Francis Delperrey le dit, c'est qu'il a raison. Et donc il faudra se souvenir de ce qu'il avait dit à l'époque avant de se lancer dans des aventures. Ça veut dire que ça va être compliqué, si je vous décode bien. Prochain match, un pronostic pour les Diables Rouges, comme ça on termine avec le football? J'espère qu'on va avoir un festival de go, parce que voilà, je trouvais que le dernier match, même si on a gagné, on s'en réjouit tous, n'était pas exceptionnel, à part le dernier quart d'heure et les 10 premières minutes. Voilà, j'espère qu'au cours de la Corée du Sud, les Diables Rouges vont nous offrir un beau festival. Voilà, et vous serez donc place du Miroir. Toujours. À Jette. Merci Hervé Daouya d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain rendez-vous en direct avec la rédaction, ce sera 18h le journal, 18h15 pour tous les amateurs de foot. Arnaud de Spiegelard dans son café, c'est à Ixelles le café, hein, mais bon voilà, vous pouvez quand même regarder. Ça s'appelle Brasil. Et puis 18h30, David Courrier avec le magazine M. Tout de suite, c'est la météo. Patrick Vermeer. Bon après-midi à tous.